Ladies and gentlemen, please help me welcome on stage His Excellency Dr. Jean-Jacques Mbungani Mbanga, the Minister of Public Health. Ministère à la santé publique, l'hygiène, à la prévention de la République démocratique du Congo et Manuel Samuel Kiliso Dubé pour la planification familiale 2030. Soyez les bienvenus. J'espère que tout le monde est prêt. Je suis le docteur Samuel Kiliso Dubé. Je suis directrice à la planification familiale 2030. C'est ma première conférence et je sais que bon nombre d'entre vous, ce n'est pas votre première conférence ni la dernière, j'espère. Et nous sommes ici pour parler du pouvoir des engagements. Mesdames, Messieurs, nous savons qu'est-ce qu'un engagement. Un engagement, c'est une intention, une réponse à ce qu'on voit, au besoin, le besoin de changer, ce qu'il faut changer dans nos vies. Alors, que voulons-nous dire par engagement 2030? C'est une promesse, la promesse qu'on fait à nous-mêmes, la promesse qu'on fait à ceux qui nous entourent. Et ici à Pattaya, c'est la promesse à votre fille, la promesse à votre sœur, la promesse aux mères, aux femmes et aux jeunes filles et aux femmes dans le monde entier. C'est pour passer à l'action, pour accroître et pour avancer la planification familiale dans le monde entier. Quand on s'engage à cela, on s'engage nous-mêmes pour vous supporter, pour vous connecter avec vos collègues, vos pairs, pour faire le suivi de vos avancées, que vous soyez redevables et que vous célébriez vos réussites dans le monde entier. Et je suis heureuse de vous dire que ces engagements, mesdames, messieurs, nous viennent de partout. Hier soir, nous avons célébré des engagements et vous avez dansé toute la nuit pour célébrer ces engagements, ces réussites. Et ceux qui s'engagent véritablement pour s'assurer qu'ils vont éviter 120 millions de grossesses non souhaitées pour 2030. Voici la promesse, la grande promesse. Nous avons vu des engagements d'Allemagne, des engagements financiers où ils vont renouveler, ils vont s'assurer de poursuivre ces engagements. Nous avons le nouvel arrivant, la Namibie, qui avant n'a pas fait un engagement lors de l'ECFP d'avant, ne s'est pas engagé, mais maintenant il s'engage pour améliorer la situation pour les femmes et les jeunes filles en Namibie. Et ceux qui font des engagements personnels, par exemple, voici qui a fait un engagement. Allez-vous allez-vous exprimer cette intention d'améliorer la vie des femmes et des filles dans le monde entier? Alors, nous recherchons et nous allons accueillir les relations avec quiconque s'intéressera à faire que un engagement de l'ECFP, du gouvernement, de la société civile, du secteur privé, et nous avons vu la jeunesse rayonner, les institutions et les autres organisations. Alors, l'engagement envers nous, c'est la promesse et l'engagement envers le progrès. Et alors, qu'est-ce que le progrès? Alors, bon, nous allons parler du rapport des mesurements de l'ICPF. Alors, qu'avons-nous vu? Qu'espérons-nous pour 2021? Nous avons 350 millions de femmes qui utilisent maintenant des méthodes de contraception dans des pays à revenus moyens et faibles. Pour moi, 357 millions plus qu'en 2012 où nous avons été établis. Alors, nous avons établi notre démarche. En un an, l'utilisation de la planification familiale a évité 135 millions de grossesses non voulues et 28 millions d'avortements non sûrs et ont sauvé la vie de 140 millions de femmes. Vous savez ce que cela veut dire? Ce n'est pas seulement des chiffres, ce sont des femmes, ce sont des filles, c'est le progrès économique, ce sont des personnes qui peuvent faire de meilleurs choix pour
pour leurs femmes, pour leurs filles et pour elles-mêmes, pour améliorer leur vie dans le monde entier. Et ce sont des chiffres absolument impressionnants. Mais notre grand objectif pour l'année 2030 et à l'ICPF, notre grand objectif, c'est de collaborer. Et la collaboration ne doit pas seulement être mesurée en chiffres. Oui, pas seulement. Mais notre grand objectif, c'est de faciliter l'utilisation de contraceptifs et que cela, on y parvienne par l'utilisation des individus, qu'ils en fassent une utilisation éclairée, bien informée, qu'ils le disent. Je le fais pour moi-même, Nathalie, vous l'avez dit, que les femmes n'ont pas accès à la contraception parce que elles veulent éviter des gros, elles y vont non pas parce qu'elles ont le choix, non pas seulement pour éviter une grossesse non voulue, et elles veulent avoir accès à la contraception parce qu'elles ne veulent pas avoir d'enfants ou avoir moins d'enfants. C'est tout. Deuxièmement, un système qui réponde et qui offre toute une gamme de services de qualité et de choix contraceptifs. Et pour nous tous ici, membres du Parlement qui sommes ici réunis et ceux qui proviennent du gouvernement, on espère qu'on puisse avoir des politiques qui puissent nous aider à y parvenir. Et le progrès pour nous sera l'accès à la planification familiale et avoir la possibilité de planifier et où et quand avoir des enfants qui est un droit fondamental pour les femmes et les filles et pour qu'elles jouissent d'une bonne santé, poursuivent leur éducation et qu'elles participent à part entière dans la vie culturelle, économique et sociale. Vous vous demandez pourquoi est-ce que je suis passionnée et pourquoi est-ce que je suis mordue de ce sujet. Je le fais pour ma fille. Elle a 16 ans. Je le fais pour qu'elle ait un monde meilleur, pour une vie meilleure. Je le fais parce que de toutes ces conversations qu'on a sur la sexualité et quand elle voudra avoir des enfants, si elle veut avoir des enfants ou non, et des investissements économiques que je fais dans ma fille, que cela soit un bénéfice pour le monde entier et qu'elle puisse participer à ce qu'elle voudra faire et qu'elle ait le choix de faire ce qu'elle voudra comme une jeune femme dans le futur. Alors, elle est toujours à suivre l'Instagram. Elle dit, je veux mon propre espace et je lui permets d'avoir le droit d'avoir son propre espace et de choisir quiconque elle voudra être. Je veux créer un meilleur monde pour Mathilda, ma fille. Accès à la planification familiale est un droit humain essentiel aux femmes, à leur capacité d'exercer tous leurs droits. Et Mathilda devrait aller à l'école. Elle devrait être capable de suivre une carrière et de protéger sa famille dans le futur de la meilleure manière possible. Elle devrait apprendre, croître, se développer, et elle devrait rêver. Et que le monde est pour elle et savoir que tout cela est essentiel à notre capacité pour nous redresser des crises que nous subissons globalement. Alors que ce soit des catastrophes naturelles ou qui sont causées par l'homme, tout le monde devrait se rétablir suite à une crise. Mais dans les nombreux pays où nous travaillons, il y a un nouveau fondamental, avoir accès à la planification familiale, cela représente le changement du pouvoir, étendre la liberté des femmes d'exercer le pouvoir dans leur propre vie. Pourquoi nous luttons pour cela? Et pour avancer dans notre mouvement, le progrès veut dire également l'action intentionnée pour changer le pouvoir. C'est la promesse envers nous-mêmes. Et à ce but, l'agenda 2030 a fait un engagement supplémentaire. Grâce à notre nouvelle architecture et organisation, nous mettons l'accent sur la communauté, le leadership au niveau du pays, qui soit inclusif, équitable, transparent et qui soit opérationnalisé grâce à la redevabilité mutualisée et grâce au secrétariat qui nous a parlé. Nous avons fait du grand travail établi à Washington DC. Maintenant, nous avons 5 hubs régionaux à Abuja, en Nigérie, en Afrique occidentale, en Amérique latine, en Asie, le Pacifique, au sud-est de l'Afrique et en Amérique du Nord et en Europe. Et grâce à cette transformation, nous sommes en train de transformer le pouvoir là où le pouvoir appartient, qui appartient aux pays, aux communautés, aux régions et là où et les régions que nous voulons sauver, les engagements vers le progrès, c'est l'engagement vers le progrès, les droits et faire changer l'axe du
pouvoir et les filles et les femmes qui sont dans la meilleure position de définir leur santé et leur bien-être. Nous savons que la planification familiale n'est pas un point en lui-même, n'est pas une fin en lui-même, c'est une intersection, c'est la clé qui va débloquer nos objectifs, qui va les libérer et que nous devrons les atteindre en 2030. En 2030, l'objectif pour tous est de nous voir dans ce mouvement, tous dans cette salle, vous qui suivez virtuellement, et que nous allons nous retrouver, nous rassembler au sommet du climat et en 2030 en Indonésie, et comment la planification familiale est la clé qui va tout rassembler, tout réunir. Mesdames, messieurs, ensemble, nous allons faire bouger les montagnes. Et maintenant, j'invite son éminence, son excellence, Dr. Vanda, pour partager les réussites de la République démocratique du Congo. Et maintenant, nous allons visiter Diarassi et je partage ce podium avec son éminence. À vous, monsieur. Merci. Merci beaucoup. Soyez tous les bienvenus. Bonjour. Je suis Dr Mugami, ministre à la santé de la République de Congo. Nous parlons français chez nous, mais bon, vous pouvez me suivre en anglais sans problème. Alors, bonjour. Ladies and gentlemen, eminent invitees, family planning is a priority for the government of the Democratic Republic of Congo, as well as for our president, head of state, Philippe-Antoine Silichu. Family planning is led by the National Strategic Plan, which is aligned to the Sanitary Development Plan to increase the contraceptive prevalence up to 30% from now to 2030. It is a part of the healthcare coverage, but we highlight the increase to the access for adolescents and youths in the realm of family planning to have sustainable actions. The government in our Democratic Republic of Congo, DRC, has started working since 2015. The engagement taken by our government is to invest at least $5 million in the realm of family planning 2030. In 2022, this current year, the government has invested $2.1 million to purchase contraceptives through group purchasing and procurement. And in the budget exercise 2023, government establishes a credit for $3.3 million to purchase contraceptives to reduce ruptures of stock ruptures in the Republic of Congo, marked by a war that was imposed on our republic. Although the government will invest $5 million to purchase contraceptives, and Congo is a model nation in terms of domestic financing for family planning, but our gaps are still important. So we need to reinforce the strategic our strategic alliances and partnerships. We need to mobilize the mining societies to contribute to the funding of family planning in the realm of in the enterprise and company society responsibility. And this has been implemented in the realm of universal health coverage, and we have also added family planning as an element, as a priority.
And the government is open to all discussions, to all the initiatives to increase our domestic resources and the matching funds. And before I end, may I thank our traditional partners for their support and to reiterate to the Melinda Gates Foundation the need to pursue their support in regard to family planning in the Democratic Republic of Congo. Thank you, ladies and gentlemen, and thank you, Minister, for this. So FP 2030, as you know, devolved into a regional structure, and we did this so that we could shift power where it belongs most, in the hands of national and community leaders and decision makers. As I said before, one of my greatest highlights has actually been to see young people and the people who know their countries and community best coming in to not only participate in FP 2030, but make personal and institutional commitments to make this movement work. This structural change that we embarked on is only one piece of a larger promise to better put Je vous national remercie beaucoup, messieurs les ministres, pour votre allocution et comme nous l'avons mentionné, il est notre grande satisfaction de voir la participation des jeunes dans la stratégie 2030. Nous savons qu'il nous faut travailler sur les transferts de pouvoir. Il y a déjà eu des séances qui traitent sur les sujets et nous devons voir comment faire évoluer les pouvoirs d'une manière honnête et de voir comment partager les pouvoirs dans les grandes et petites associations ainsi qu'entre les pays développés et ceux en voie de développement pour décentraliser les pouvoirs. J'ai vu des organisations comme le MSI ainsi que l'IPPF et leur effort pour partager les pouvoirs et de les localiser. Je voudrais souligner la conférence sur le partage des pouvoirs que nous avons eue juste avant cet événement. Pour développer ces sujets, je voudrais inviter Dr Anu Kumar et je vous recommande de consulter son article sur le partage de pouvoir. Je veux également présenter Madame Marie Ba. Elle vient du Sénégal, elle travaille sur les champs et elle fait les choses bouger. Et elle est à la tête de la mission du partage de pouvoir. Et je veux également présenter M. Atul Gawande de USAID. Et nous allons parler sur le partage des pouvoirs au niveau régional. Et je commence par vous, Dr Kumar. Qu'est-ce que vous a attiré sur le sujet du partage des pouvoirs et on est où? Merci beaucoup pour cette invitation et je suis ravie de partager mes expériences avec vous.
Depuis le début de ma carrière, j'ai réfléchi au pouvoir ainsi qu'à l'égalité et j'ai vu énormément de manifestations du pouvoir autour du monde. Mon expérience en tant qu'américaine m'a permis de réfléchir sur l'injustice raciale et fondée sur les genres qui sont liés. Nos institutions sont ancrées dans le racisme ainsi que d'autres politiques inégalitaires et donc j'aime bien réfléchir à la déconstruction coloniale des institutions. Par ceci, je veux dire que nous devons aller plus loin et de décentraliser les efforts au lieu de le maintenir dans une structure centralisée comme on l'a déjà mentionné dans la conférence sur le partage de pouvoir. Ici, il s'agit de favoriser l'autonomie des réseaux ou dans tout le réseau des partenaires. Voilà pourquoi nous avons adopté une approche de co-leadership ou de leadership partagé. Ceci veut dire que dans nos bureaux, il y a davantage de responsabilités et de redevabilité ainsi que des membres du personnel dans l'agence centrale qui s'éloigne un peu de la prise décisionnelle. L'année prochaine, j'aurai 50 ans et je vois une vraie transition et l'un des apprentissages que je reprends, c'est celui de l'importance de la participation collaborative et de l'impact que ceci peut avoir dans la dynamique du milieu de travail et au lieu de nous focaliser sur les changements structurels. J'aime travailler à partir d'une approche de leadership partagé que je pense que peut nous donner des résultats très favorables. Comment est-ce que ça fonctionne, le leadership horizontal? Ce que je vois, c'est que notre organisation est très motivée et très énergétique. Le partage est l'une des valeurs que nous prêchons. Et donc, nous nous posons des questions sur qui prend les décisions, pourquoi, quelles sont les décisions à prendre dans notre organisation. Heureusement, et nous sommes épargnés des barrières géographiques. Donc, nous avons la possibilité d'appeler des talents de tous les coins du monde. Notre personnel vient un peu partout et dans les différentes régions et nous travaillons avec un personnel local. Nous travaillons sur une meilleure division des ressources ainsi que dans une vision qui ne met pas les États-Unis au centre des discussions sur notre domaine de spécialité, mais ceci n'a pas été facile. Les 2 dernières années ont été fatigants et à cause de la COVID, mais nous faisons des sondages réguliers et notre personnel nous a dit que nous sommes dans les bons chemins. Maintenant, je voudrais passer à Monsieur Gawande. Comment est-ce que vous assurez que vous garantissez
la bonne division des ressources et la décentralisation des puits du Saïd pour les profits des communautés, même si c'est au prix d'une autonomie et d'un pouvoir amoindri qui est transféré aux communautés rurales, par exemple. Tout d'abord, je voudrais dire que je suis d'accord avec le docteur Kumar. Nous sommes au milieu d'un énorme travail de décentralisation et nous travaillons pour améliorer nos indicateurs. 6% des ONG ainsi que des organisations en- multinationales ont une base locale. Donc, nous, nous canalisons 50% de nos efforts pour assurer l'appui local pour le développement et du leadership local, etc. Ceci, à vrai dire, c'est un périple parce que nous travaillons sur la transition pour que les financements ne soient pas centralisés et pour qu'ils soient donnés aux organisations de base et ceci nous permettra de développer des relations avec les gouvernements locaux. Notre mission pour les pôles locaux d'ici 2030 est une mission que nous soutenons sans hésiter. Et ça va? Oui, à ce sujet, je dirais des choses. D'un côté, c'est un périple, mais déjà, on travaille avec 2500 travailleurs du Saïd qui travaillent dans à peu près une centaine de pays. Donc, c'est un défi. Mais la décentralisation se reflète dans les décisions que nous prenons, et par exemple la décision de nommer Johnny Kingston à la tête. Nous avons vu également des changements au niveau de nos procédures. Encore une raison est pour soutenir la décentralisation telle que la stratégie 2030 le conçoit, c'est que nous voyons la dynamique de la planification familiale dans le monde. Et aujourd'hui, les gouvernements des États-Unis ainsi que USAID annoncera un budget, ou l'allocation de 15 millions de dollars pour la stratégie 2030 d'ici 5 ans. Nous soutenons la construction des pôles régionaux parce que nous voulons que cette vision marche et nous voulons que les efforts de régionalisation se reflètent dans la transition qui expérimente plusieurs organisations et nous sommes complètement d'accord. Merci beaucoup et je vous remercie pour le soutien de Saïd. Maintenant, je vais passer à Marie Ba. Elle travaille dans un partenariat qui a une présence dans plusieurs pays. Donc, en ce qui concerne la décentralisation, comment est-ce qu'on peut assurer que le pouvoir soit partagé dans les pays de l'Afrique francophone où vous travaillez? Je vais répondre en deux parties. D'un côté, nous avons le partenariat entre 9 pays de l'Afrique de l'Ouest, ainsi que dans d'autres partenaires, par exemple la Fondation Bill et Melinda Gates, USAID, la Fondation Flora, le gouvernement du Canada, le Royaume du Pays-Bas, et ainsi que d'autres que je n'ai pas en tête maintenant. Donc, nous sommes en partenariat, on n'est pas un projet. C'est-à-dire que nous avons un partage à peu près égalitaire du pouvoir. En tant que directrice
qui a vécu toute sa vie au Sénégal et qui est parti aux États-Unis et qui est revenu, je me suis rendu compte que les donateurs, c'était les personnes qui prenaient les décisions. Et parfois, ils étaient bienveillants, mais parfois, ils ne comprenaient pas la situation locale et ils n'entendaient pas l'opinion de chaque pays. La COVID nous a fait supprimer des activités régionales et nous a fait repenser à notre manière de travailler. Donc, désormais, nous avons un modèle de travail différent et nous avons des représentants de la société civile, des représentants et des organisations promotrices de la santé pour les mères et pour les enfants. Et ceci nous a fait changer la dynamique des échanges entre les donateurs et les personnes qui travaillent dans l'exécution des projets. Malheureusement, certains pays de notre partenariat font face à d'autres crises, soit sécuritaires, soit humanitaires, ce qui leur empêche d'atteindre leurs objectifs comme nous le voudrions. Donc, nous voulons partager nos expériences pour combler ces difficultés. Donc, pour les pays qui ont réussi, nous sommes en train de documenter leurs pratiques pour améliorer la situation régionale. À la fin, nous partageons un objectif commun. Et c'est la mission de 9 pays. Et l'un de nos principes est celui de l'égalité. Pour nous, il ne s'agit pas seulement d'atteindre l'objectif de 6,9 millions d'usagers supplémentaires de nos services, mais de garantir le partage de pouvoir. Merci beaucoup. Maintenant, je vais passer à Dr. Kumar. En tant que travailleuse d'une organisation internationale, je voudrais savoir comment vous partagez le leadership et comment votre structure institutionnelle favorise l'atteinte des objectifs. Oui, vous avez raison, et nous avons une approche intégrale qui prévoit la participation de plusieurs parties prenantes. De cette façon, nous discutons ensemble comment rendre l'accès aux services contraceptifs plus facilement. Donc, nous travaillons sur la redevabilité et l'engagement, la capacité et la réponse aux besoins locaux. Ceci est facilité par nos travailleurs et travailleuses sur les terrains et donc ceci nous mène, à nous, les organisations internationales, à penser quelles sont les forteresses et les faiblesses pour chaque type d'organisation. Bien que nous pouvons changer notre méthode opérationnelle, notre organisation est juste une petite ou est juste une petite partie d'un jeu de force énorme ou bien plus large. Et nous avons également les problèmes d'une politique colonialiste favorisée et promue par les États-Unis partout dans le monde. Et par exemple, nous avons les problèmes de l'amendement HELM qui empêche les financements des services de contraceptifs comme partie ou faisant partie du financement pour le développement. Si l'amendement HELM était supprimé, nous éviterons une bonne centaine ou des milliers d'avortements clandestins ainsi que des décès chez les mères. L'amendement HELM a été
rejeté dans plusieurs États, heureusement, et les droits sexuels sont désormais protégés dans certaines parties de notre pays. 9 sur 10 Américains sont contre l'interdiction à l'avortement. Mais de toute façon, l'amendement Helm persiste. Ceci veut dire que une politique nationale s'impose à la volonté populaire. Chaque jour, les États-Unis contribuent tacitement aux avortements clandestins ainsi que des problèmes de santé et des décès dans notre pays. Et nous devons accepter cette réalité pour bien saisir les implications et de ne pas concevoir la santé reproductive dans les forfaits de santé générale. Et cette politique nous empêche d'atteindre notre mission collective, d'où le besoin de changer immédiatement. Power comes in various forms, and I'm thank you for that. Nous avons que le pouvoir prendre plusieurs formes. Merci beaucoup pour votre commentaire d'ailleurs. Et je m'intéresse maintenant à ce qui se passe à l'OPCU. Some figures that I had, there were more than 3.8 million additional En 2020, family planning in the region, far surpassing the il y a additional eu we had. 3,8 And for millions most d'usagers supplémentaires des services de santé reproductive. Et je pense qu'il faut le célébrer women themselves who use family planning. parce que ceci implique la collaboration des institutions avec d'autres partenaires. Happen from the bottom Qu'est-ce up que l'OPCU a fait pour garantir que ces changements a eu lieu à partir de la base et qu'est-ce que vous avez fait pour élargir la participation communautaire? Je pense que maintenant, nous avons un changement ou un transfert des pouvoirs pour le niveau local et nous le faisons à travers une approche plus intégrale et participative avec les ONG locales ainsi que à partir d'un travail sur le terrain et dans des communautés éloignées. Une grande partie de notre action, telle qu'elle est planifiée par le secrétariat ainsi que le partage ou la planification des activités, est développée à partir d'un échange avec les communautés. Il est fait à partir des évidences factuelles sur le terrain. Récemment, nous avons favorisé le développement des organisations de base parce que nous savons qu'il y a une recherche prolifique au niveau international, mais nous voulons faire que les communautés et les ONG locales puissent être considérées dans le développement de la politique publique. Donc, nous travaillons sur le développement de la recherche dans les institutions internationales et ensuite le développement des ONG sur le terrain, ainsi que le développement de la politique publique. Et le fil commun, c'est l'engagement avec les donateurs parce que dans le passé, chacun travaillait dans son domaine de spécialité. Il travaillait dans des parties spécifiques de la région et il y avait des implications pour la santé des enfants et des mères. Par exemple, dans la mobilisation des ressources, le développement des outils, le développement des moyens d'évaluation. Thank you, Maripa. Thank you for that. And maybe one last one Et to end. pour autant, nous avons travaillé pour homologuer les envies
des donateurs ainsi que les besoins de la politique publique. for family planning, which actually is great. I wanted to just understand a little bit. Vous avez parlé, Monsieur Gawande, du travail qui est fait à l'intérieur de l'USAID, mais je voudrais mieux saisir votre philosophie. The support that, Quelle est votre philosophie et pourquoi vous l'avez développée de cette façon? Et je voudrais réitérer mon remerciement pour l'aide que vous allez nous donner. Je voudrais revenir sur un point que Anu a mentionné il y a un moment. J'ai passé à peu près un an en attendant la confirmation de mon poste, vu ou en raison de ma posture. Et donc, je comprends les difficultés que l'on a dans notre structure et les implications pour les transferts du pouvoir. Je comprends l'importance de ces sujets et donc je voudrais vous remercier pour continuer à exercer de la pression sur nous pour que les choses changent et nous voyons déjà des changements sur le terrain. Deuxièmement, je voudrais mentionner la raison d'être de notre travail. Tout le monde ici, ainsi que les programmes de localisation, est une histoire commune. Une histoire commune. Par exemple, j'ai un enfant qui a une anomalie cardiaque. Il est né avec une anomalie cardiaque et ceci a eu un impact énorme sur la carrière de ma femme et la mienne aussi, et d'avoir le pouvoir de décider quoi faire vis-à-vis de ces cas était absolument décisif pour nous. Ma femme a développé de l'éclampsie et il était indispensable pour nous de savoir quelles étaient nos possibilités. Et je sais que les possibilités que nous avons eues n'étaient pas celles d'autres gens dans le monde. Et il n'importe pas où vous vous trouvez, combien d'enfants vous voulez, qu'est-ce que vous faites dans la vie et combien de temps vous voulez attendre entre un enfant et d'autres. Tout le monde devrait avoir les mêmes possibilités de choisir. Et nous devons travailler pour que tout le monde puisse prendre ses décisions tous les jours. Il est extrêmement différent de parler des besoins opérationnels sur le terrain pour qu'une politique puisse être exécutée dans les différentes régions. Et nous devons continuer à travailler auprès des gens qui seront les plus touchés. À ce sujet, il n'y a pas la possibilité des objectifs globaux. Nous pouvons avoir des politiques assez générales ou aussi générales comme l'on le voudra, mais il faudra aussi tenir compte des particularités. Merci beaucoup, Monsieur Gawande. Et les difficultés stimulent la peur, mais la peur ne peut pas nous arrêter. Qu'est-ce que vous avez fait au Sénégal, Mariva? Je vous remercie déjà. Docteur Atul Gawande, ce que je reprends de vos propos, c'est que nous pouvons travailler pour améliorer chaque jour et
Et Dr. Anhou nous a parlé de la discussion pour favoriser la prise des décisions pour les femmes. Et, mesdames et messieurs, voici notre panel. Je vous remercie. Tout le monde, partout, mérite le droit de décider. Et pourtant, ce pouvoir décisionnel est compliqué. Et énormément des femmes ne peuvent pas poursuivre leurs études parce qu'elles doivent garder des enfants ou parce qu'elles font face à des grossesses non planifiées. Et notre conférence a travaillé pour élargir l'accès à la planification familiale avec une énorme réussite. But if we look at the wider picture, we can see that progress is not being made unilaterally across the globe. As a partnership, as a movement, we need to do more. That's why we've taken the step to decentralize. Nous n'avons pas fait de progrès au niveau global. Il faut faire plus. C'est pour cela que nous avons essayé de décentraliser le FP et on s'est établi dans 5 autres régions, pas seulement à Washington DC. Alors cela va mettre notre mouvement entre les mains des personnes qui sauront comment faire un mouvement beaucoup plus résilient, une planification familiale plus résiliente, plus forte, plus inclusive. Je suis Sheila Macharia, je suis directrice à l'IFP 2030, le hub régional pour l'Afrique du Sud, et nous nous ciblons sur une nouvelle structure pour le FP 2030 qui cible la décision, le processus décisionnel et retrouver les problèmes. Avec ces hubs régionaux, nous avons l'occasion d'avoir un engagement avec les leaderships locaux, une opportunité pour mieux comprendre les contextes où les secteurs santé opèrent et même comme défenseurs de la planification familiale, nous pouvons repérer quels sont les défis à relever. Alors, il s'agit d'être un leader qui va construire un hub et qui sera une voix crédible pour la région, pour les femmes, pour les familles. Alors, nous devons être une force pour tous, une voix pour tous, également un partenaire qui sera invité autour de la table de discussion et également que nous puissions commencer à tirer les leçons sur comment nous allons gérer les services de santé, telle la planification familiale, quand nous sommes dans une situation fragilisée, des conflits armés, car cela est quelque chose, parce que ces ennuis caractérisent la région véritablement. Je suis Fenosoa Ratsimene-Metromana. Je suis le directeur pour le 2030 en Afrique centrale et nous sommes à Abuja, Nigeria. Et dans cette région, plus de 60% de la population est de moins de 25 ans. Alors, cela pourrait poser problème, mais également, on peut y voir une opportunité, car si on garantit une structure des politiques fortes pour autonomiser les personnes et pour les aider, nous deviendrons un agent économique pour le pays. Cela va avancer. Pour cela, la planification centrale est cruciale. Pour que ce soit une fille ou une femme, elle pourra suivre une meilleure éducation, avoir un meilleur emploi, décider sur sa vie. Et cela est clé pour le développement du pays. Alors, nous avons localisé le leadership et pour rester engagé vis-à-vis des droits et des besoins des filles, des femmes et quiconque voudra contrôler et avoir une maîtrise sur leur grossesse. Good morning, everyone.
Bonjour, bonjour à tous. Je suis Evelyne Opondo. Je travaille pour le Centre international la recherche et dans le cadre des femmes. Nous sommes établis à Nairobi, au Kenya, et je vais modérer ce panel sur les droits humains et un sujet critique pour nos discussions et un cadre qui n'a pas été ciblé comme on le désirait. Les droits humains ou les droits de l'homme identifient la qualité de la vie que nous pouvons espérer et que nous avons le droit de jouir. Ils définissent la valeur de chaque individu et sa relation vis-à-vis de la société. Elles octroient à les communautés, octroient aux communautés une perspective. Nous sommes tous différents et nous appartenons à une communauté et nous avons des relations dignes. Nous avons été décrits comme le fleuve et quand les crues arrivent et quand les personnes ont une propriété sur les droits humains, ils pourront révertir les crues et obtenir leur liberté. Et j'ai l'espoir que cette conférence sera une source de force pour tous et que nous allons protéger les droits humains. Tout individu a le droit de prendre des décisions informées, éclairées, et à savoir quand quand elles vont tomber enceintes ou quand elles vont et si c'est une grossesse voulue ou non, et elles ont le droit à le faire. Et nous devons desservir les grandes populations, pas nécessairement les populations qui ont les plus grands besoins ou les plus grandes barrières pour avoir accès à ces services. Dans ce panel, nous allons nous pencher et analyser toutes les barrières et nous allons également améliorer notre vision des individus qui ont vraiment besoin de la planification familiale, mais qui ont de grandes difficultés pour y avoir accès, que ce soit à cause de stigmates, à cause de l'accessibilité ou que les prix soient ou que ce soit trop coûteux. Alors, comment assurer que chacun d'entre nous pourra avoir accès à la qualité de la planification familiale, aux services et à l'information et qu'ils seront tous disponibles à ceux qui en ont besoin, qui seront accessibles et acceptables à tous les individus. Et même au fur et à mesure que nous utilisons le terme planification familiale, quand le docteur Kanem nous a rappelé lors de son allocution préliminaire qu'on n'utilise pas seulement la contraception pour la planification familiale, mais que bon nombre d'entre nous pourraient simplement avoir des relations sexuelles pour le plaisir de l'avoir ou pour la jouissance. Et on en a le droit. Et même dans ce contexte, on peut apprécier d'où on provient. Et ce matin, j'ai l'honneur de modérer et de m'adresser à ces panélistes éminents et bienvenue à Nathalie Kanem, secrétaire adjointe générale et directrice exécutive de l'Organisation des Nations Unies pour la population, Latanya Mapfret, présidente et CEO de Global Fund for Women. Latanya, soyez la bienvenue. Et je souhaite la bienvenue à Vliker, qui est coordinateur des droits queer et qui travaille pour la fondation rattachée à la fondation YP. Alors, Docteur Kanema, je commence par vous. Dans votre allocution d'ouverture, vous nous avez rappelé la centralité des droits humains. Pourquoi cela est important pour nous? Pourquoi est-il est important d'adopter la planification familiale et cette vision de droits humains? Et comment êtes-vous à rendre plus opérationnels ces droits et la jouissance de ces droits? Bon, je suis ravie d'être ici avec Latanya, avec vous tous. Bon, parlons de droit, de justice, de liberté, comme vous l'avez mentionné. Cela fait partie intégrale de notre but en tant qu'être humain, de pouvoir, je cite,
vivre avec la plus grande liberté possible et bon, qui est en début de à l'entête de la Charte des Nations Unies. Bon, le choix et les décisions, c'est notre slogan, justement car un ciblage sur les droits de l'homme, sur la planification familiale, c'est justement ce qu'ont demandé les femmes, ce qu'elles espèrent et ce qui a du sens commun pour les gouvernements, pour les communautés, pour les familles et pour les individus. Théoriquement, et comme vous l'avez bien dit, Evelyne, ce droit, avoir le droit de planifier quand, comment, et la fréquence, etc., cela est déjà décrypté dans le cadre et les traités voués aux droits humains. Alors, les données, et on observe que sur le papier, les mots sont là par écrit et ce n'est pas une belle image quand on voit la réalité qui nous frappe à la figure. Une femme d'entre quatre dans le monde entier n'a pas la possibilité de dire non à la sexualité, au sexe et aux relations sexuelles. Et une femme d'entre quatre n'a pas la possibilité de décider simplement si elle va aller à la clinique ou à l'infirmière ou visiter le docteur. Alors, il y a d'autres conséquences, d'autres retombées, car un de 5 pays, il y a toujours des pertes qui évitent que les femmes puissent avoir accès à des méthodes contraceptives sans avoir un processus éclairé et bien informé. Alors, on peut exprimer ses droits, il faut l'exprimer et également garantir l'accès juste, comme vous l'avez bien dit, et le choix. L'expression de ce droit, le choix, doit viser les services de qualité. Alors, pour vous, à l'NFPI et dans les 120 pays où nous travaillons, ceci pose un grand souci pour que ce qui a été écrit sur un papier soit vivant. Et maintenant que nous lançons notre stratégie à la planification familiale, nous visons l'égalité ainsi que la qualité et la redevabilité. Et nous mettons également l'argent dans notre bouche, car sur une période de 4 ans où nous menons notre plan stratégique avec Diana Keta et tel qu'elle a mené le fonds de la population des Nations Unies et sur cette période de 4 ans et cela va représenter 4,7 milliards de dollars pour accélérer le progrès visant la planification familiale fondée sur les droits. Et bon, les droits humains sont au cœur de notre travail car et comme nous sommes les conseillers des travailleurs de la santé, du personnel soignant et des organisations de la santé où il y a des individus qui ne peuvent pas exercer leurs droits librement et qui n'ont pas le droit de dire oui ou non avant d'avoir accès à des services conviviaux pour les jeunes. Dans les pays tels que les Philippines, nous avons fait une enquête, un sondage, et les droits fondés sur la perspective des utilisateurs pour savoir que pensent les femmes de ces barrières et que pensent-elles sur la planification familiale fondée sur les droits. Et si vous n'avez pas fait votre rendez-vous à temps, si vous n'êtes pas arrivé à votre rendez-vous à temps pour avoir accès à vos droits et si les gouvernements ont changé leur politique. Alors, au fur et à mesure que nous conseillons les États membres et sur la planification familiale, les femmes doivent être au cœur de nos agissements et nous assurer que la discrimination ne laisse pas pour compte les femmes qui ont grand besoin et également nous devons défendre les personnes handicapées et les communautés clés, les LGBTQ et des communautés où la sexualité est plus vulnérable et pour les personnes qui sont les descendants de populations africaines
et que personne ne soit laissé pour compte Thank you very much. en tenant compte des droits de ceux qui actuellement sont véritablement laissés pour compte. Oui, pour que les adolescents puissent avoir accès à ces services, cela est un véritable défi à relever, même dans des pays où nous avons des lois progressives. Quand on parle de redevabilité, comment analysons-nous la redevabilité et quelle en est notre perception? La redevabilité est essentielle car nous devons prioriser et il faut acheminer les ressources là où elles auront un grand impact. Et pour assurer la redevabilité, et vraiment, il s'agit de demander à la personne qu'on est en train d'aider ou qu'on souhaiterait aider, qu'est-ce qu'elle en pense véritablement et comment partager le pouvoir et il faut s'assurer que nous posons des questions fréquemment et qu'on s'ajuste graduellement aux réponses. Et maintenant, la famille humaine compte avec 8 milliards de personnes. Alors, il faut s'assurer que les investissements, tout spécialement en ce qui concerne les jeunes, et qui soient bien tenus en compte. Et pour la redevabilité financière, il y a des procédures, mais pour l'évaluation de la satisfaction des utilisateurs, nous avons beaucoup à faire, pas seulement en termes de la recherche et le développement de nouvelles méthodologies, et on en revient à l'approche fondée sur l'espace, car la contraception devrait se trouver entre les mains des femmes. Et le ODD 5 sur l'égalité entre les sexes doit être une réalité, et pour que les hommes également deviennent responsables, ainsi que la femme qui va porter une grossesse et va prendre ses propres décisions sur sa sexualité. Alors, je suis enthousiaste que les jeunes maintenant vont assumer leurs responsabilités lors de cette CIPF, parce qu'il faut changer cet aspect patriarcal également. Cela fait partie de notre perspective. Et avec le leadership qui fait partie de notre agenda 2030, nous allons accélérer le progrès. Nous n'allons pas rester embourbés à répéter la même chose et à rabâcher les mêmes choses. Il faut porter notre mouvement qui a commencé il y a 50 ans, maintenant qu'on a 53 ans, mais il faut viser l'accélération rapide et la redevabilité qui devrait être une réalité. Alors, maintenant, lors de cette conférence, nous avons tenu toute une série de sessions où nous avons analysé le domaine des financements, ce qu'on ne fait pas si bien, et nous avons visé de nombreuses organisations en termes de santé, de services de la santé, comment ces organisations ne se sentent pas inclus dans ces processus. En tant que président du Fonds global, les organisations qui investissent en matière de santé reproductive et planification familiale et qui sont fondées sur les droits humains. Bon, c'est un plaisir que de me retrouver ici avec toutes mes sœurs et ainsi que vous. J'ai participé à toutes les conférences sur la planification familiale depuis leur établissement. Et bon, maintenant, en termes de droits humains, nous sommes sur le bon cap, mais nous avons énormément à faire. Et il me semble que ce panel est le panel qui nous a précédés et nous avons parlé des droits humains. Mais cela me porte à penser, il y a quelques semaines, aux îles Fidji, avec 15 partenaires, on ne les appelle plus donateurs, ce sont nos partenaires. Alors, nous y parvenons. Nous avons 15 partenaires pour soutenir les femmes des îles Fidji. Alors, ces femmes nous parlaient de justice climatique et bon, ce n'est pas leur faute que le niveau de la mer
se hausse et le niveau des eaux est en train de se hausser. Alors, les vendeurs, la commercialisation, on parlait de la qualité des éléments et des matières qu'ils utilisent pour faire leur panier, pour tresser les paniers. Alors, cela fait partie des droits humains, même de ça, dans cette conversation. Ces mouvements sont inclusifs car ces groupes incluent des communautés qui se déplacent en interne et des communautés qui sentent qu'elles ne doivent pas se déplacer en interne et qu'elles peuvent déplacer les zones où elles habitent et qu'elles veulent devenir des défenseurs et faire partie des décisions qui sont prises à leur égard. Et comme ce sont des groupes de femmes qui et leur mission est justement ce sont justement la santé reproductive et la planification familiale. Et en tant que donateur à Global Fund for Women, on veut la prendre par la main, qui comprennent que ce n'est pas eux qui portent le processus pour travailler avec ces femmes. Ils doivent suivre, ils doivent soutenir, ils doivent les accompagner, ils doivent apprendre en même temps. Et tous, on apprend tous, nous sommes tous à apprendre. On ne peut pas décider qu'on va mettre en place une stratégie dans le nord, dans la zone nord et qu'on va également la mettre en place dans le sud. Bon, j'utilise ces termes parce que c'est les termes qu'on comprend et avec lesquels nous sommes familiarisés. Bon, quelles sont les priorités? Ce sont les indicateurs du succès et comment cela va évoluer et comment nous allons les soutenir. À Global Fund for Women, nous entamons des démarches inclusives, nous soutenons les donateurs et on doit véritablement penser à des outillages tels les mouvements d'open source, les évaluations, la cartographie pour montrer dans le cadre des mouvements sociaux de façon opportune pour que le travail soit réalisé. Alors moi, je ne veux pas simplement penser à la surface, mais simplement comment nous allons véritablement aller en profondeur vis-à-vis de ces mouvements et pour bénéficier les femmes. Et maintenant, nous avons des chiffres, moins de 1% de toutes ces stratégies vont bénéficier ces groupes de femmes. Moins de 1%, c'est une honte. Alors, la dernière fois, comment faire mieux, comment faire plus. Alors, nous allons nous cibler sur tout ce que nous avons fait à la FNUAP, mais la planification familiale, ce que cela veut dire et que cela doit être flexible, un support sur le long terme est crucial. Et nous devons leur accorder notre confiance, qui vont aider leur communauté et qui vont véritablement, ils ont fait de grands efforts pendant des siècles et il faut les soutenir. Et c'est là, et c'est ça que vise le mouvement transformatif. Il faut faire confiance aux femmes sur le terrain, celles qui sont le plus près des problèmes. Maintenant, passons à vous. Madame. Bon, et il y a un esprit biaisé dans de nombreuses organisations, dans les grands cercles, dans les plus importants, et les populations LGBTI. Et alors, il y en a qui pensent qu'on ne devrait pas se cibler sur leurs besoins, qu'il n'y a pas trop besoin de les inclure dans la planification familiale et les programmes qui en sont rattachés. Alors, quels sont vos points de vue là-dessus? Bon, merci d'avoir posé cette question, c'est importante. Bon, je réponds en vous disant que, bon, sachez que nous avons le groupe de conscience trans et que cette conversation dans ce contexte est très importante et je salue toutes les personnes trans dans notre public qui sont en train de pousser le mouvement pour la planification familiale et qui se trouvent dans tout ce discours, pas seulement les femmes. Alors, je vous salue tous, je vous félicite tous, bien sûr. Si j'en arrive à cette question,
Et pourquoi cette communauté est si réduite, mais c'est toujours un débat qui nous porte et nous avons toujours travaillé, je travaille avec ces organisations, cette fondation en Inde et nous travaillons pour les jeunes, les adolescents dans le cadre des soins reproductifs et la planification familiale et ceux qui sont déjà bien familiarisés avec cet argument, car depuis 2015, la Cour suprême a accordé à ces communautés la citoyenneté et dire que cette communauté est si petite qu'ils n'ont pas besoin de droits et qu'ils n'ont pas besoin d'égalité et ni de nationalité et que ces lois et que nos lois n'ont aucun impact sur ces communautés. Alors, et que c'est une communauté qui n'est pas normale. Mais il me semble que la capacité d'avoir accès aux droits ne doit pas prêcher sur le nombre ou viser le nombre de personnes qui font partie d'une communauté. Ce sont des individus et peu importe leur orientation sexuelle ou leur préférence, ces personnes ont droit à avoir accès à des services de santé, des services reproductifs de qualité. Et si nous exigeons que personne ne soit laissé pour compte, alors que les personnes queer et que les personnes trans ne doivent pas être laissées pour compte, et si ces personnes sont laissées pour compte, cela veut dire qu'on ne fait pas assez, c'est tout. Alors, cela certainement est important. Et je conclus en disant que faire que la planification familiale soit inclusive est important et commencer pour que ce soit évident et que cela représente véritablement l'expérience des personnes queer et des personnes trans et pour s'assurer que nous soyons les défenseurs de toutes les politiques à tous les niveaux de gouvernement et que nous puissions parler pour les personnes queer et trans et s'assurer que tous nos programmes et que la planification familiale englobe toutes les personnes dans toute leur diversité. Merci beaucoup. Et quelle est la situation, quelle en est l'évidence? Quel est le statut d'évidence en ce moment? Oui, on a bien fait de progrès et nous avons tenu de nombreuses sessions qui portent sur la planification familiale pour les personnes queer et trans. Mais même au sein de cette communauté, nous avons des évidences de planification et la prévention de VIH pour les hommes gays ou les femmes trans. Mais il y a d'autres groupes dans le spectrum queer, les personnes non-binaires, binaires, les hommes trans, les femmes trans, et qui sont laissés en dehors de l'évidence qui existe. Et alors, c'est justement le travail que vise notre organisation et que ces droits. Et il y a énormément de progrès à faire et énormément de travail à faire. Alors, on revient à vous, Dr. Panim, et comment garantir que dans ce monde avec une population de 8 milliards, nous puissions étendre l'accès en même temps qu'on respecte leurs droits et qu'on satisfait leurs besoins. 8 milliards, cela nous donne l'occasion de parler de notre travail, de la planification familiale dans un contexte différent. On a l'occasion de rebondir sur ce que l'Altania a mis sur la table, que le climat, la population vont la main dans la main, car ceux qui ont été victimisés par le changement climatique ne sont pas les personnes les plus et ce ne sont pas les personnes les plus nantis qui sont en train de générer les émissions de gaz à effet de serre. Et c'est la manière dont on distribue les ressources et qui sont distribuées de façon si inéquitable. Donc, les données quant à la FNUAP, alors
Et nous travaillons depuis depuis la pandémie, depuis 2020, qui a eu de grandes retombées. Alors, on avance bien, mais la désagrégation des données, poser les questions, les questions correctes. Et bon, quelles sont les questions correctes? Nous n'avons pas fait une recherche rigoureuse en tant que telle. Et ce n'est pas le nombre de personnes qui ont été atteintes. Si on est dans une communauté minoritaire comme la communauté LGBTQ+, non, ce n'est pas une communauté qui doit être ignorée parce que c'est une communauté à très faible nombre de personnes. Mais il faut toutefois poser les questions correctes pour pouvoir avoir accès et desservir les populations les moins privilégiées. Mais également, c'est la distance, c'est la géographie qui rendent les services plus difficiles à être livrés. Et ces innovations qui nous permettent de travailler à distance, de former les personnes au sein même des communautés pour fournir les services. Et par exemple, comment dirais-je, les non-docteurs, non-infirmières à faire des implants au sein de leur communauté. Bon, voici les réponses qu'il faut rechercher et évaluer de manière plus rigoureuse et plus diplomatique afin de pouvoir avoir accès à nos partenaires et toucher les populations. Quant à l'espace des droits dont vous avez parlé, Evelyne, l'affaire des partenariats, c'est vraiment essentiel. La solidarité, les ressources et les investissements qui sont véritablement à la clé de tous nos agissements. Notre recherche, à partir de cette année-ci, pour analyser comment les investissements et la planification familiale vont livrer des résultats en termes de santé maternelle et de planification familiale. Il faut être de meilleurs défenseurs. Et il s'agit simplement de faire des choses rationnelles, fondées sur l'évidence. Et au bout du compte, l'excuse, il est beaucoup trop difficile de toucher quelqu'un qui a été laissé pour compte. Il doit être éliminé, rayé, et il faut repartir à zéro. Il faut reprioriser. Et bon, voilà, c'est là-dessus qu'il faut insister pour porter en avant toutes nos actions. Merci. Latanya? En analysant les fonds globaux et la justice, l'égalité entre les sexes, comment intégrez-vous la planification familiale en tant que un mouvement intersectionnel? Bon, merci, quelle bonne question et à laquelle je suis très rattachée. Bon, car quand je travaillais pour l'organisation, j'ai pu parler aux experts. Et par exemple, la loi, la justice reproductive, qu'est-ce que la justice des genres et quel est le cadre de cette loi? Et nous avons parlé également, et Madame Crenshaw qui parle de l'intersectionnalité. Et voici l'encadrement qui nous a mené à tout cela. Analyser comment nous allons définir notre travail et ce que nous faisons avec les mouvements dans le monde entier et notre cadre sur la justice des genres pour que d'autres nous guident et nous conseillent, nous orientent là-dessus. Et en parlant avec les experts, on analyse les différents mouvements sur le terrain. Et j'en parle d'un spécifiquement, le programme des jeunes dans le cadre de la CIPF et 2022. Et c'est un réseau d'organisations et qui est composé de jeunes femmes adolescentes au Cameroun. Et bon, en 2019, quand je les ai rencontrés, ils se ciblaient sur l'autonomie, sur la sexualité. Et après, on leur a nié les visas pour voyager et participer à cette conférence. Alors, amplifier la voix des jeunes
femmes et leur leadership, la position des leaders. Après, la COVID nous a frappés et ils ont véritablement commencé à parler avec leur gouvernement et faire le plaidoyer pour l'éducation des filles, car ils ne voulaient pas que les filles soient laissées pour compte lors de la COVID, au cours de la COVID. Alors, ils ont commencé à ajuster leur travail dans le cadre de la justice climatique en Afrique occidentale. Donc, les mouvements ne travaillent pas, ne se ciblent pas sur un seul problème et ce n'est pas, on ne le retrouve pas dans leur ADN pour simplement suivre une seule direction. Alors, il faut changer et voir ceux qui les entourent. Et c'est ainsi qu'on définit la justice des genres pour définir notre travail auprès de toutes ces organisations. Et ce n'est qu'un petit exemple de comment on va s'engager à ce niveau-là. Alors, la justice des genres a une intersectionnalité beaucoup plus large et bien plus large et comment on porte ces mouvements et comment ces décisions vont être prises pour les jeunes femmes, les femmes dans le monde entier. Et pourquoi? Car nous avons fait le constat de ces différentes montées en puissance de la discrimination qui ne leur permet pas de se cibler sur que ce soit la justice trans, la justice des sexes, la justice en matière de migration, la justice climatique, etc. Alors tout cela retombe sous cette définition que nous utilisons à la Global Fund for Women. Alors, tous nos partenaires doivent repérer quels sont les plus atteints par la discrimination. Cela veut dire que nous devons mener des programmes qui se centrent sur les femmes de couleur, des femmes de couleur dans le monde entier qui subissent la discrimination. Et il me semble que pour nous tous, pensons à résister aux silos. Ce n'est pas seulement les programmes en matière de santé, ce n'est pas seulement les programmes en matière de santé reproductive et de planification familiale. C'est tout cela. Et il faut soutenir tous ces domaines si nous tenons absolument à arriver à la planification familiale, tous les programmes que nous avons mis en place. Alors, quand je pense à la planification familiale, je pense à cette conférence en ce moment. Et je pense également à la définition du terme justice des genres et comment mettre en place la planification familiale pour que la justice et l'égalité et la redevabilité fassent partie de tout ce domaine, de tout cet univers. Bon, Émilie, nous avons évidemment une compétence et une sensibilisation en matière de la communauté, dans le contexte de la communauté LGBTQ et plus. Alors, vous avez un gouvernement assez conservateur et les politiques officielles sont, si on peut dire, progressives. Alors, comment pouvez-vous travailler dans ce contexte? Merci, Evelyne, pour cette question. C'est une question qui ne trouvera pas une réponse très précise. Il me semble que en Inde, les politiques existent pour les jeunes, des lois progressives. Il n'y a pas tellement d'informations pour les jeunes quant à ces politiques. Cela fait partie du travail que nous gérons, s'assurer que les personnes aient suffisamment d'informations et de connaissances pour naviguer à travers ces structures politiques et qu'ils aient l'information, la capacité pour pouvoir défendre les changements de ces politiques au niveau national, au niveau étatique. Donc, le travail qu'on fait, c'est s'assurer que ces politiques soient accessibles aux jeunes, car la mise en place est vraiment au cœur de nos expériences. Alors, voici une brèche que nous essayons de refermer. Évidemment, il faut également s'assurer que les politiques elles-mêmes soient informées par les acquis des jeunes et s'assurer que les jeunes soient représentés dans ces espaces, dans les salles où les décisions sont prises sur les jeunes, sur la vie des jeunes et s'assurer que tout cela, la porte leur soit ouverte et qui puissent puissent également exprimer leurs expériences. Et j'espère que cela va nous aider à trouver un équilibre. Merci beaucoup. Oui, en fait,
Nous avons parlé de justice climatique et du besoin de ne plus travailler en silo, le besoin de mettre l'accent sur l'égalité et la redevabilité et les actions équitables et le besoin de plus d'évidence pour que nos politiques soient informées, fondées sur les évidences. Merci pour votre temps. Merci à tous. Et maintenant, nous allons maintenant nous pencher sur les nouveaux engagements et les décideurs politiques. Merci beaucoup.